bien, merci beaucoup d'être de retour pour l'après-midi. J'espère que vous avez eu un bon dîner et de belles conversations. Notre prochain conférencier est M. Éric Alvarez, qui possède une formation d'ingénieur forestier. Il est d'ailleurs membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers. En fait, il a été membre de 92 à 2012. J'ai eu un nom bien senti ici. Il nous expliquera pourquoi. Mais après une maîtrise à étudier l'habitat de la martre d'Amérique, il a travaillé 3 ans dans une firme de consultants en forêt privée dans les Laurentides, où il a été en charge de projets forêt-faune et d'aménagement intégré. Suite à cette expérience, il a terminé en 2009 des études de doctorat pour documenter l'influence de l'histoire de l'aménagement forestier sur le paysage de la Mauricie. Puis cette recherche, fort intéressante, fut basée sur les archives du concessionnaire forestier de l'époque, Consolidated Paper. Il a ensuite été impliqué avec la Société d'histoire forestière du Québec pendant près de 2 ans. Depuis 2 ans, il se consacre à temps plein à ses activités de chercheur, mais également de blogueur, avec un blog qui s'intitule La forêt à cœur, que je vous invite à visiter, qui est fort intéressant, avec des dossiers très poussés. Donc, M. Alvarez va nous parler de l'histoire comme guide face à un avenir incertain. Tout d'abord, merci à l'association de l'invitation pour faire cette petite présentation aujourd'hui. Aussi, c'est ça j'ai réalisé, j'étais très content ce matin quand M. Arnould a été présenté, parce que techniquement, j'aurais pu être aussi dans la catégorie des étrangers invités. Là. Donc, enfin, j'étais quand même un peu dans la catégorie plus autochtone, presque, si on peut dire. Donc, c'est quand même bien, en quelques années à peine, d'être ainsi accepté, si on peut dire. Donc, l'histoire comme guide face à un avenir incertain, je me suis permis de rajouter un petit titre, c'était assez général quand même, donc, ou comment l'aménagement forestier pourrait redevenir socialement acceptable en forêt publique grâce à un peu d'histoire. Donc, aujourd'hui, actuellement, quand on regarde la situation des forestiers en aménagement en forêt publique, ce n'est pas très glorieux, ce n'est pas la profession la plus tendance, et c'est vraiment, on est un petit peu, ça fait plusieurs années qu'on est vraiment sous le grill, si on peut dire. Je vais regarder tout de suite comment est-ce qu'on pourrait faire. Il y a 3 stratégies, je vais regarder, qu'on utilise actuellement, et voir leur potentiel pour être, est-ce qu'elles pourraient nous permettre de faire de l'aménagement forestier en forêt publique qui soit beaucoup plus acceptable. Donc, la première stratégie, c'est une stratégie qui est centenaire, et c'est, est-ce que d'aménager des forêts publiques dans un objectif d'approvisionner des usines de transformation, est-ce que c'est une bonne stratégie d'acceptabilité sociale? Donc, tout d'abord, je vais vous amener un petit peu en voyage du côté de l'Alaska. C'est la forêt publique, c'est la forêt nationale, la plus grande des forêts nationales américaines, en fait, la forêt nationale des Tongass, qui en fait, 40% du territoire n'a pas de forêt, en fait. Mais donc, c'est la plus grande des forêts nationales. Et cette particularité dans la forêt nationale, une histoire quand même intéressante, c'est que dans les années 50, les États-Unis étaient en guerre froide avec l'URSS, et pour essayer d'occuper le territoire, au fond, pour qu'il y ait du monde qui aille dans ce coin-là, ils ont misé sur l'industrie forestière, et en particulier l'industrie papetière. Ils ont donné des bonnes conditions à l'industrie pour qu'elle s'installe et puis qu'elle crée des emplois, que des communautés se développent dans ce territoire-là. Ce qu'il y a, c'est qu'au fil du temps, par contre, ça a marché, mais au fil du temps, les valeurs ont évolué. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est les visites touristiques, et les secteurs où ils coupent, c'est beaucoup de la forêt pluviale tempérée, où c'est qu'on va retrouver des arbres, par exemple des épinettes de Sitka qui va avoir 600-700 ans. Donc, c'est des valeurs que les gens souhaitent protéger, avec pour conséquence des pressions assez constantes pour que l'industrie forestière coupe de moins en moins. Résultat, le gouvernement a fini par céder d'une certaine façon en coupant dans les avantages qu'avaient les papetières à ce moment-là. Les 2 papetières ont fermé depuis plusieurs années maintenant. Et quand on parle de l'industrie forestière dans la forêt nationale des Tongass, aujourd'hui, c'est un maigre à peu près, j'ai mis industrie entre guillemets, mais c'est un maigre 35 000 mètres cubes par an, avec à peu près 500 emplois. En fait, c'est une grosse scierie. Et alors que dans son pic, c'était à peu près 700 000 mètres cubes par an, avec 3 500, 4 000 emplois. Et encore récemment, ce mois-ci, il y a eu une coupe dans la forêt nationale qui est le USDA Forest Service, suite à une contestation judiciaire, a décidé qu'ils n'allaient pas contester la contestation judiciaire et qu'ils allaient abandonner ce projet de coupe-là. Donc, ça ne va pas aller en s'améliorant, et peut-être dans 10 ans, ça sera peut-être
ça risque d'être plus proche de 0 que de 3500, mettons. Donc ça, c'est aux États-Unis. Je vais revenir ici au Québec, voir un petit peu, justement, dans l'évolution des valeurs au Québec, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Donc ça, c'est l'évolution de la récréation dans les parcs et réserves du Québec entre 1930 et 1975. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une grande période ici où c'est qu'au fond, les forestiers étaient en forêt, les citadins étaient en ville et tout le monde était heureux. Mais là, à partir des années 60, 70, un petit peu à la période où c'est que ça a explosé les visites en forêt, si on peut dire. Les Québécois ont quitté on peut dire ils sont sortis des églises, mais ils sont vraiment rentrés en forêt. Et quand ils ont vu les coupes, ça a été vraiment, eux, ils allaient chercher la nature, puis ils sont tombés sur des coupes forestières, ils n'imaginaient pas ça. Puis ça a été vraiment, ils n'ont vraiment pas aimé ça, et puis ils sont restés sur cette perception depuis, c'est cette perception-là qu'il y a depuis au moins, au fond, 40 ans, ce qu'on perçoit. Donc, et si on veut mettre des chiffres là-dessus, sur les valeurs environnementales qu'il y a, ça, c'est un sondage pan-canadien qui a eu lieu en 1989, qui avait été commandé par le Service canadien des forêts. C'était un grand sondage vraiment où c'est que c'était statistiquement valable pour chaque province. Et une des questions, c'était les terres forestières sont utilisées à des fins différentes. À votre avis, quelle devrait être la plus importante fonction des forêts canadiennes? Et comme on peut voir, la conservation des régions sauvages, le tourisme et les loisirs et la protection des animaux sauvages, c'était 60%. Les gens répondaient. Et ça, c'est les chiffres, c'est les valeurs, c'est pan-canadien, mais c'est les mêmes chiffres au niveau du Québec. Et ça, c'était en 89. Coupe d'arbres, extraction de minéraux, en mettant les deux ensemble, on arrive à 13%. Et ça, c'était en 89. Et depuis, c'est ça, c'est pas vraiment, certainement pas amélioré. Il y a eu l'erreur boréale, le rapport de la vérificatrice générale et le rapport Coulomb. Rien qui a pu améliorer la perception la perception sociale au fond de l'aménagement forêt en forêt publique. Et si on veut savoir, quelqu'un qui peut vous en parler, là, de c'est quoi, qui a eu un petit, plutôt cette année, il était là ce matin, plutôt cette année, je ne rentrerai pas dans toute la polémique, mais il a pu réaliser à quel point les valeurs sociales, environnementales peuvent être très fortes et que certainement ce 60%-là, et aujourd'hui, si on propose la même question au Québec, est probablement plus élevé que 60%, et le 13%, la pointe de 13% est probablement plus petite. Donc, si on pose la question, je reviens à la question, est-ce qu'aménager des forêts publiques, dans un objectif d'approvisionner des usines de transformation, ce qui est notre stratégie centenaire, est-ce que c'est une bonne stratégie d'acceptabilité sociale? Probablement pas, et probablement de moins en moins avec le temps. Deuxième élément de stratégie, ça c'est mon interprétation, mais je pense que vous allez comprendre assez vite. Est-ce que la super planification gouvernementale optimisée, c'est la bonne stratégie pour aller chercher l'acceptabilité sociale? Ça, ça dure à peu près depuis 40-50 ans qu'on essaye ça. Là, je vais refaire un petit peu d'histoire. Entre le milieu des années 1850 et officiellement 1987, c'est par des concessions forestières que le gouvernement attribuait des bois. Un concessionnaire devenait propriétaire de tous les arbres sur un territoire donné, mais il s'occupait il était responsable de tout l'aménagement et des coûts associés, et le gouvernement avait plus un rôle de supervision. Et peut-être pour la parenthèse historique ici, ça c'est M. Elwood Wilson, qui est un des grands forestiers du Québec, qui était chef forestier de la compagnie Laurentide. C'est lui qui a développé d'ailleurs la photo-interprétation. Il était pilote d'avion, je pense bien même. Et à partir de là, qu'à la Tortue, à côté de Grand-Mère, c'est lui qui a fait les premiers tests dans les années 20 là, de photo-interprétation. Donc, il était très innovateur. Donc, ça dure. Au niveau des régimes des concessions forestières, ça a commencé à changer sérieusement dans les années 60 et particulièrement dans les années 70, où le gouvernement a décidé d'abolir les concessions et de prendre en main l'aménagement forestier. Donc ça, il y a eu un livre vert en 1965. Ça, c'était le premier tome du livre blanc. Il y a eu le tome 2 en 1972. Et en 1974, une loi qui allait dans le sens de révoquer les concessions forestières. L'objectif gouvernemental était très loué, à peu près toujours le même, et très louable, c'est-à-dire de s'assurer de maximiser les retombées économiques pour les communautés forestières et le Québec en entier des ressources de la forestière du Québec, et de façon durable. Parce qu'entre autres, une des critiques qu'il y avait au niveau des concessions forestières, c'est qu'ils trouvaient qu'ils ne se coupaient pas assez de bois, c'était pas vraiment optimisé. Donc le gouvernement dit, bon, nous on va s'arranger pour qu'on aille au maximum.
La stratégie, de façon imagée, je vous dirais, c'était vraiment de procéder de façon très optimisée, très rationnelle, pour s'assurer que tout fonctionne au maximum. Il y a eu beaucoup de travail dans les années 70 qui ont été faits. Par exemple, ça, c'est peut-être certains en ont déjà eu l'occasion d'en consulter, et je vous recommande de le faire si vous en avez l'occasion. C'est des profils biophysiques. Moi, j'ai eu l'occasion d'en consulter dans les années, pour mon doctorat même. Il y a beaucoup d'éléments historiques. C'était fait par unité de gestion, et c'était vraiment pour vraiment orienter l'aménagement forestier à aller s'intégrer à l'intérieur de cette grande vision régionale. Par contre, au début des années 80, il y a eu quelques écueils. Tout d'abord, au niveau des objectifs, comme c'était plutôt à titre, la révocation se faisait sur un cadre plutôt temporaire, ils étaient rendus qu'à 33% de leur objectif. Et économiquement, il y avait une crise économique qui faisait que le gouvernement ne se voyait plus du tout reprendre en main l'aménagement des forêts. Ils ont fait une nouvelle stratégie qui a donné la loi sur les forêts. Et dans cette stratégie-là, c'était vraiment, il y a quand même toujours la même logique. L'industrie avait repris l'aménagement des forêts, mais c'était bien encadré entre le manuel d'aménagement forestier, on avait les normes d'intervention en forêt qu'on a toujours, et c'est social. Puis il y avait vraiment une considération que la forêt, ce n'était pas juste des arbres, et qu'on voulait en faire en sorte que ce soit quelque chose de socialement acceptable. Par contre, c'est ça, je reviens, ça a pris en moins de 20 ans, au fond, ça a été taillé en pièces par ces trois événements. Cela a mené une nouvelle réflexion sur la politique forestière à partir de 2008 avec feu le ministre Béchard, où c'est que là, on en arrive à la deuxième grande planification de la stratégie, où c'est la politique actuelle, où c'est qu'il y a toujours cette idée-là de quand même l'acceptabilité sociale est présente plus que jamais, au fond, puisqu'entre autres, il y a les tables GIR, mais entre autres, il devrait y avoir la stratégie d'aménagement des forêts. Et c'est certain que la politique est assez jeune, il y a des problèmes de jeunesse, c'est normal, mais ce que j'estime qui n'est pas un problème de jeunesse, c'est le fait que cette stratégie-là, il y en a eu une version en 2010, le rapport de consultation en 2011, et puis depuis, la seule fois qu'on a entendu parler, c'était au début, un peu plus tôt cette année. Et ça a été un peu coulé dans les journaux, des groupes environnementaux qui n'étaient pas contents. Puis, au fond, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça aurait dû être, en théorie, le fer de lance du gouvernement au niveau du public. Et si le gouvernement est incapable, 2 ans et demi après que sa politique forestière soit effectivement en vigueur, est incapable d'amener sa propre stratégie, de la défendre, ben, ça annonce plutôt mal au niveau acceptabilité sociale. Donc, est-ce que la super planification gouvernementale optimisée, est-ce que c'est une stratégie efficace pour aller chercher l'acceptabilité sociale dans l'aménagement des forêts? Ben, je vous dirais que est-ce qu'il faudrait attendre peut-être presque demi-siècle pour réaliser que la réponse, c'est non pour ça. Mais là, vous allez me dire, OK, il y a l'aménagement écosystémique dans cette loi-là, donc ça a été mis en bonne partie pour des éléments d'acceptabilité sociale. Et effectivement, si on regarde la loi, la présente loi institue un régime forestier visant c'est le chapitre 1, premier article, à implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement écosystémique. Donc, ça ne peut pas être plus présent que ça, plus mis en valeur. Alors, pour voir un petit peu l'évolution possible de cette stratégie-là, je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est fait aux États-Unis dans les forêts nationales, qui sont un très bon, je dirais, un très bon laboratoire d'aspects sociaux en forêt publique. Si on prend ce qui s'appelle les planning rules, c'est les règles d'aménagement qui encadrent toutes les règles, l'aménagement des forêts nationales américaines. Ça, c'est la version de 2000. Et l'aménagement écosystémique était très présent à ce moment-là. Par exemple, c'est juste un exemple, le concept de durabilité est devenu un objectif internationalement reconnu pour un aménagement responsable des terres et ressources. Dans cette veine, le service forestier et la communauté scientifique ont développé le concept d'aménagement écosystémique et d'aménagement adaptatif. Donc, on est vraiment dans la même logique de notre loi actuelle, est vraiment exactement dans la même logique de ça. Ce qui est ma traduction aussi personnelle, là, c'est une traduction libre. Là, ça, c'est les règles de 2012. Et en fait, quand on cherche aménagement écosystémique, ben, on le trouve, mais dans les aspects plus administratifs, comme c'est la section adresse, c'est le bureau qui a toujours l'écosystème management coordination staff. Mais c'est dans le corps du document, on le retrouve tout simplement plus, l'aménagement écosystémique en tant que grand concept. Il y a des éléments constituants de l'aménagement écosystémique, mais c'est plus vraiment présent. C'est plus dans le document comme ça l'était en 2000.
Je suis allé aussi, ça c'est des textes, mais je suis allé aussi en 2012 et 2013 au congrès des congrès de la Society of American Foresters. C'est deux gros congrès de vraiment la grosse association des forestiers aux États-Unis, qui est très liée au USDA Forest Service. Ça, c'est M. Tom Tidwell, le chef du USDA Forest Service. C'est 1500 forestiers. C'est des conférences, et des fois 10 conférences concurrentes. Ce n'est pas toujours évident à être capable de suivre. Et je suis allé en partie pour me dire, bon, l'aménagement écosystémique, où c'est que ça en est? J'ai vraiment fait un effort particulier pour essayer d'en entendre parler. J'ai écouté, je suis allé à 2 conférences du chef avec des périodes de questions. Bien, sincèrement, j'en ai trouvé zéro. Zéro, c'est vraiment, j'ai jamais entendu parler d'écosystème management, vraiment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans cette dizaine d'années-là, à peu près, c'est que pour les non-scientifiques, l'aménagement écosystémique, ce n'est pas très, très clair rendu sur le terrain. Pour bien des gens, à l'évidence, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un concept qui est très clair. Et en conséquence, les gens n'étaient vraiment pas, en termes d'acceptabilité sociale, les gens n'étaient pas très, très heureux. Ce qui n'a pas empêché les poursuites judiciaires et ce qui devait arriver peut-être est arrivé, c'est-à-dire que leurs règles d'aménagement ont été invalidées par un juge qui estimait effectivement qu'ils avaient raison de dire, certains plaignants, que l'aménagement écosystémique ne pouvait pas garantir que certaines espèces fauniques en particulier allaient être viables, leur population allait rester viable. Donc ils sont quand même très exigeants aux États-Unis. Donc ce qu'ont fait le gouvernement, là, il a pris une décision très rapide, même il a dit, OK, on ne conteste pas, on ne va pas en appel, on refait des nouvelles règles et on change de stratégie. Et un des éléments de leur stratégie, c'est que pour faire les règles, ils ont carrément viré les scientifiques, qui, eux, avaient fait les scientifiques, historiquement, c'était les scientifiques qui avaient fait les règles d'aménagement aux États-Unis. Puis, ce qu'ils ont fait plutôt, c'est qu'ils ont fait un appel au public, ils sont allés chercher les commentaires des gens, ils en ont eu 300 000 commentaires, et c'est à partir de ça qu'ils ont fait leurs nouvelles règles d'aménagement que je vais vous présenter juste un peu plus tard. Donc, mais si on revient ici, est-ce que l'aménagement écosystémique, c'est la solution à l'acceptabilité sociale dans l'aménagement des forêts publiques? Bien, sincèrement, on peut sérieusement douter. Donc, si je reprends ici 3 éléments de stratégie qu'on a au Québec, il y a cette logique-là qui est centenaire, que la forêt sert à approvisionner des usines. Il y a celle qui est presque un demi-siècle, où c'est vraiment la super planification gouvernementale optimisée. Et il y a l'aménagement écosystémique qu'on a vraiment depuis une décennie. Mais il n'y a pas vraiment trop d'espoir dans ces 3 stratégies-là pour aller chercher l'acceptabilité sociale pour aménager en forêt publique. Donc, c'est certain que là, on peut se dire, OK, vers quoi se tourner pour être capable de s'en sortir un petit peu, de pouvoir aménager, pour que ça soit valorisé. Peut-être ce que j'ai constaté de mes constats de différents fonds, parce que je suis beaucoup l'actualité depuis plusieurs années. Ça, c'est la logique actuelle de notre... donc, c'est-à-dire que la forêt est très liée à l'industrie, et le postulat, c'est que si l'industrie va bien, les communautés vont bien aller. Mais ça, c'est un modèle qui, socialement, est plus vraiment vendable. En fait, pour peut-être répondre un petit peu à une question, ou faire ensuite à une question qu'il y a eu plus tôt ce matin, ça, c'est pour des groupes environnementaux, ça, c'est comme un orignal. Les groupes environnementaux les plus ailés, là, parce qu'il y en a qui le sont moins, et d'autres qui sont plus. Ça, c'est comme, par exemple, à ce temps-ci de l'année, un orignal qui se promènerait dans une coupe à 100 mètres d'un chemin avec, sur chacun de ses flancs, des cibles dessinées en rouge fluo. C'est à peu près pour ça, c'est ça pour des groupes environnementaux vraiment plus extrêmes. Donc, c'est très, très facile à atteindre socialement. Mais, donc, un modèle différent vers lequel il faudrait se diriger, qui serait beaucoup plus acceptable socialement, c'est un modèle où c'est qu'on garde les 3 éléments, mais où c'est que la forêt sert directement à faire vivre des communautés ou à travailler sur l'aménagement, sert à répondre à des enjeux forestiers, à des enjeux peut-être de biodiversité même, parce qu'aménager un territoire, c'est aussi ça. Et l'industrie est là, et essentielle d'être là, parce que vous ne pouvez pas aménager la forêt s'il n'y a pas d'industrie, parce que votre moteur, ça va être le bois. Le premier moteur de tous les modèles que j'ai entendu parler, c'est le bois. Vous pouvez en avoir d'autres, la récréation, tout ça, mais c'est votre locomotive. Donc, vous en avez besoin de l'industrie forestière. Mais il ne faut pas que ce soit votre raison d'être, ce soit l'industrie forestière. C'est juste la nuance. Je vais vous présenter 2 modèles. Un que vous connaissez bien, d'abord, qui explique un petit peu, mettre un peu de chair à cette logique-là. La forêt Montmorency. La forêt Montmorency, ça fait 40-50 ans qu'ils coupent et qu'ils le font. Il y a des coupes à blanc, elles ne sont pas cachées.
Ça, c'est sur le site de la forêt Montmorency que je l'ai pris. Donc, ils ne sont pas cachés. Si vous allez à la forêt Montmorency, ce n'est pas caché. Historiquement, ils vendaient 10-12 000 mètres cubes de bois à l'industrie forestière. Je suis sûr qu'ils seraient bien en peine de ne pas pouvoir les vendre demain. Et là, bon, les limites ont agrandi, mais historiquement, ils ont toujours vendu du bois à l'industrie. Mais pourtant, il n'y a jamais personne, aucun poète ou quelqu'un d'autre, qui est allé, par exemple ici, pointer sa caméra et dire regardez à quel point c'est épouvantable faire les premières pages de journée, comment l'Université Laval détruit nos forêts. Mais c'est ça, la forêt Montmorency, c'est une forêt d'enseignement et de recherche. Je veux dire, ce n'est pas une forêt pour, fondamentalement, vendre du bois à l'industrie forestière. Donc, c'est un élément socialement qui devient beaucoup plus acceptable quand vous n'êtes pas ce lien-là étroit avec l'industrie. Un autre modèle que vous connaissez probablement moins, c'est la forêt nationale de Colville, qui est dans l'État de Washington. C'était au nord de Spokane, pour ceux qui collaient à la forêt canadienne, à la frontière canadienne. Et ça, la particularité de cette forêt, c'est que c'est là où c'est que le secrétaire d'État à l'agriculture, quand ils ont décidé de plus, ils ont dit, OK, on fait des nouvelles règles, puis il est allé dans cette forêt pour l'annoncer, puis il a dit, on va s'inspirer de ce qu'ils font dans cette forêt-là. Qu'est-ce qu'ils avaient? La particularité de cette forêt-là, c'est que ça faisait 5 ans qu'ils aménageaient cette forêt sans avoir de contestation judiciaire. Et un grand mot d'ordre, au fond, qui est aujourd'hui le grand mot d'ordre pour aménager les forêts nationales, c'est celui-là, c'est collaboration, et c'est à des échelles locales. Donc, c'est plus des grands concepts, c'est-à-dire on s'arrange pour s'entendre localement pour aménager la forêt. En pratique, eux, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la forêt nationale de Colville? C'est qu'il y avait des industriels, les USDA Forest Service, les groupes environnementaux, après des années à se battre entre eux, se dire on est tous perdants au bout de la ligne, ils ont dit bon, on va essayer de s'entendre pour aménager la forêt. Et ils ont créé comme ça un groupe sur lequel de s'entendre sur certains projets de coupe, comme ils disaient, s'entendre sur des no-brainers d'abord, puis où c'est que c'est facile de s'entendre, et puis ainsi de suite. Ils ont développé leur complicité et ils en sont venus, c'est ça, à vraiment être capables de faire des grands projets de collaboration, au point où c'est qu'aujourd'hui, enfin l'ironie, c'est que quand on est allé, ils venaient de recevoir leur première contestation judiciaire en 10 ans, puis c'est lui, le représentant du groupe environnemental, qui a dit, moi, ce qu'ils attaquaient, c'est un groupe environnemental de notre État, et puis il a dit, c'est moi qui vais leur répondre. Donc, c'est un groupe environnemental qui allait défendre l'aménagement forestier face à un autre groupe environnemental. Et justement, le chef du USDA Forest Service disait, ça change complètement la dynamique, parce que quand vous retrouvez, comme ça arrive souvent aux États-Unis dans l'aménagement des forêts, devant un juge, quand à la place d'un industriel ou du USDA Forest Service, c'est un groupe environnemental qui va défendre l'aménagement forestier, ça change complètement la dynamique. Et donc, ça, c'est un des projets qu'ils avaient fait, d'éclaircies, d'expliquer, ils avaient fait des éclaircies pour améliorer la résistance aux dendrochtones du pin ponderosa. Mais aussi, pourquoi il y a une urgence aux États-Unis d'aménager les forêts? C'est parce qu'ils ont de sérieux problèmes avec les feux de forêt. Ça, c'est un article que je vous invite à lire, peut-être, c'est sur National Geographic au mois d'août. Et donc, les feux de forêt deviennent de plus en plus gros, de plus en plus intenses aux États-Unis. Et en fait, même, il y a des écosystèmes, par exemple le pin ponderosa, qui est un écosystème, normalement, qui se régénère suite au feu, qui est capable de résister au feu. Aujourd'hui, ça s'aperçoit à certains endroits qu'après des feux tellement intenses, que les conditions, le pin ponderosa ne revient plus. Donc, ça en inquiète vraiment beaucoup de dire, OK, il se passe quelque chose vraiment de majeur dans nos forêts. Et donc, c'est ça, et ça amène même des coûts. Les coûts au niveau du USDA Forest Service, c'est un rapport qu'ils viennent de publier il n'y a pas longtemps. En 1995, ça leur coûtait 16% de leur budget pour combattre les feux. Cette année, ça va leur coûter 52%. Ils prévoient qu'à la tendance actuelle, ça va être les 2/3 de leur budget du USDA Forest Service va passer pour combattre les feux de façon directe. Ce qu'ils sont obligés de faire, c'est d'aller chercher de l'argent dans des enveloppes qui auraient dû servir à prévenir des feux de forêt, et ils sont obligés de les mettre directement dans le combat. Ce qui n'est pas soutenable, tout le monde en est conscient. Et c'est pour ça que, ce n'est pas encore fait, mais il y a un consensus entre les démocrates et les républicains aux États-Unis que prochainement, le budget qui va servir à combattre les plus gros feux de forêt, ils vont les mettre dans la même catégorie que l'enveloppe budgétaire qui sert quand il y a des tornades ou des ouragans. Donc, c'est là où ils en sont rendus aux États-Unis, c'est pour dire qu'ils ont quand même quelques sérieux problèmes. Donc, et la nécessité d'aménager, parce que, au fond, les causes, elles sont multiples.
il y a les changements climatiques, qui est une cause. Comment est-ce que ça influence? C'est que la saison de feu est plus longue. La saison de feu est plus longue et en plus, il y a des feux à des endroits où c'est qu'habituellement, historiquement, ils n'avaient pas de feu. Il y a paradoxalement le fait que ça fait 100 ans qu'ils combattent les feux, même dans les écosystèmes. Il y a des écosystèmes qui étaient naturellement régénérés par le feu, mais on combat le feu depuis 100 ans. Et en jonction avec le fait que, surtout en forêt nationale, le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de coupes, ça fait que l'aménagement forestier ne peut pas se substituer aux perturbations naturelles pour essayer de garder une dynamique naturelle. Conséquemment, qu'est-ce qui arrive dans les forêts, surtout les forêts nationales? Le bois s'empile, puis quand ça brûle vraiment beaucoup. C'est très, très intense, plus intense que la normale. Donc, ça, c'est aux États-Unis. Cette tendance-là, on la retrouve un petit peu aussi. Il y a un article récent dans le journal Science, dans la revue Science, où c'est ça, ils s'aperçoivent que dans notre forêt boréale, il y a de plus en plus, les feux ont tendance à devenir de plus en plus intenses, et qu'à certains endroits, c'est plus dans l'Ouest qu'ils parlaient, mais que dans certains cas, l'épinette noire ne revenait pas même plusieurs années après, l'épinette noire ne revenait pas comme ils s'attendaient à ce qu'elle revienne, que ça revenait beaucoup plus feuillu. Donc, il y en a même des chercheurs qui se posaient la question, est-ce que l'épinette noire va perdre son monopole sur la forêt boréale? Ça n'arrivera pas dans 10 ans, là. Mais le simple fait de se poser la question, ce n'est pas des questions qu'on voyait se poser il y a 10 ans. Donc, c'est juste pour dire que l'écosystème, il change. Et on ne sait pas trop où c'est qu'on s'en va. Et justement, quand on parle dans ce cas-là d'un enfeuillement potentiel beaucoup plus important de la forêt boréale, il faisait justement leur référence avec le caribou forestier en disant ça ne peut pas nécessairement être des conditions idéales, évidemment, pour l'habitat du caribou. Donc, est-ce que, c'est ça, aujourd'hui dans le débat, on parle beaucoup, est-ce que le caribou forestier va être sauvé par l'arrêt des coupes? C'est souvent ce qui est mis en valeur par ceux qui défendent cette approche pour protéger le caribou forestier. Mais ce que je pense j'aime bien cette photo parce qu'il y a un mot important, cette image, c'est le mot today. Je pense qu'il faut, dans le contexte actuel, il faut vraiment le prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire vraiment aujourd'hui, parce que demain, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a toute la question, c'est ça, il y a la question des changements climatiques. Donc, vous apprécierez un peu l'infographie quand même. Donc, ça, c'est vraiment un piano là, qui tombe du ciel. Et donc, je vous ai parlé des feux de forêt qui, dans la tendance actuelle, ça ne va pas aider le caribou forestier. Mais on pourrait parler de la tordeuse des bourgeons d'épinette ou des épidémies d'insectes. La tordeuse des bourgeons d'épinette, l'actuelle épidémie, plutôt que de commencer dans le sud-ouest du Québec, dans l'Outaouais, et d'aller vers la Côte-Nord, elle a commencé sur la Côte-Nord et elle descend, maintenant elle est rendue au lac Saint-Jean et elle prend de l'ampleur. Et il faut savoir que la tordeuse des bourgeons d'épinette, elle peut très bien manger de l'épinette noire. La seule chose qui défend l'épinette noire, c'est la température, c'est le froid et le fait qu'elle soit pas, le cycle de l'épinette noire n'est pas synchronisé avec celui de la tordeuse. Mais que la prochaine épidémie de tordeuse, il faut s'attendre à en avoir une ou deux autres, même épidémies d'ici la fin du siècle. Il y en a eu 3 le siècle dernier, et puis ça fait partie de notre écosystème. Imaginons que la prochaine épidémie, ou l'autre suivante, la tordeuse, elle se trouve à être bien synchronisée avec l'épinette noire. C'est certain que ce n'est pas une bonne nouvelle pour le caribou forestier. Et un autre point aussi qu'il faut tenir compte, c'est l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, ça peut paraître vague, mais quand ça fait peut-être 150 ans que l'habitat du caribou, il recule vers le nord. Il y a un tas de facteurs, dont les coupes forestières, mais un tas de facteurs qui font que le caribou a reculé vers le nord. Et ce n'est pas parce qu'on arrête les coupes que toute cette histoire-là va arrêter soudainement et que ça va être des conditions merveilleuses pour le caribou forestier. Donner un exemple, la chouette tachetée. La chouette tachetée a des caractéristiques qui ressemblent beaucoup au caribou forestier. C'est-à-dire elle a besoin de grands espaces de forêt mature et elle n'aime pas être dérangée. Et donc, sur un grand territoire, au début des années 90, ils ont fait un grand plan pour protéger tout ce que vous voyez en vert ici, là. Et c'est une bande qui part de la frontière canadienne jusqu'à San Francisco, avec tout ce qui est des forêts nationales, des forêts matures, tout ça, vous ne pouvez pas vraiment intervenir aujourd'hui. Donc, dans les forêts nationales, 80-90% de ces forêts-là, la récolte a diminué. Ça a eu un impact énorme, évidemment, au niveau des communautés forestières. Pourtant, le bilan qu'ils font après 20 ans, c'est qu'elle est toujours menacée. Sa population diminue toujours de 3% annuellement. Il y a le fait qu'il y ait des conditions
de tout le territoire qui ont changé. Il y a une compétitrice qui est venue de l'Est, la chouette rayée, qui a déplacé la chouette tachetée. Ils en sont rendus à un programme d'abattage de la chouette rayée pour essayer de protéger la chouette tachetée. Et en plus, son habitat, comme il est vraiment menacé par des feux catastrophiques, il y a des habitats de chouettes tachetées qui sont passés au feu dans les dernières années, tout simplement parce que les feux deviennent tellement intenses qu'ils ne sont pas capables de les arrêter. Donc, et ça, aux États-Unis, la mentalité commence à changer sur l'aménagement forestier. Au Québec, malheureusement, des fois, je me dis il faudrait que ça risque de prendre un événement comme ça, c'est-à-dire ça, c'est la fumée d'un feu de forêt au niveau de la ville de Québec. Imaginons que dans quelques années, une aire protégée, ce feu-là, ce soit en fait la fumée d'une aire protégée du caribou forestier. J'ai l'impression que ça va peut-être commencer à faire changer la perspective des gens parce que souvent, ce qui est vendu un petit peu, c'est que s'il n'y a plus de couple, le caribou est sauvé. Mais je pense qu'il n'y a pas grand monde, au fond, honnêtement. Moi, j'habite à Québec, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui considère que cet écosystème-là pourrait non seulement partir en fumée, mais aussi avoir peut-être une dynamique qui ramène plus de l'épinette noire, peut-être. Mais fondamentalement, je pense que la condition de base qui aiderait pour l'aménagement forestier, pour rendre les choses beaucoup plus acceptables, c'est vraiment cette idée-là que la forêt devienne liée à des communautés. Ça peut être vraiment même que la forêt puisse servir directement à payer pour que ce soit des infrastructures locales et que l'industrie soit là, ici, en appui. Et ça, c'est quelque chose, c'est un modèle, je m'aperçois, qui est beaucoup plus socialement acceptable, beaucoup plus vendable. Donc, la future perception, avec ça, je pense que les forestiers, ça pourrait changer, on pourrait sortir un petit peu de notre grille, si on peut dire, et qui sait peut-être devenir vus comme des super sylviculteurs, peut-être. On ne sait jamais, ça pourrait s'améliorer, mais je ne pense pas que ça peut être pire de toute façon. Donc, merci. Merci beaucoup, Éric. Donc maintenant, comme ce matin, on est à la période de questions. Et encore une fois, je répète, vous vous identifiez, vous pouvez même nommer votre organisation et vous posez votre question. Bonjour, Daniel Leblond. Au niveau de l'accessibilité sociale, là, en 1984-1985, on a changé le régime forestier, on a mis des CAF en place. L'industrie a tombé, autonome. Pour que la population, en 2013, on a changé ça en 2013 pour l'aménagement écosystémique, puis pour que la population des grands centres dise, on leur redonne la forêt à la population. C'est un petit peu ça qui est arrivé. Là, on est rendu en 2015, puis on a encore le même problème. Moi, je trouve que, on avait mis l'industrie là, à tort dans ça, parce qu'avec tout ce qui se passe en entour de la publicité qui se fait, puis on a perdu beaucoup d'emplois de qualité. Puis en 2013, quand on a changé le régime, là, les gens, aujourd'hui, après 2 ans, c'est sûr que le régime, il est neuf, là, mais après 2 ans, on n'a pas de changement au niveau de l'acceptabilité sociale. Ça n'a pas changé. Tu sais, moi, la chouette, là, tachetée ou rayée, peu importe, on arrive toujours à la même conclusion, c'est qu'on n'est pas capable de passer notre message. Fait que les gens, je ne sais pas tu sais, on a parlé encore ce matin, on se répète, puis on va toujours se répéter. À toutes les années, on vient prendre le micro, parce qu'au niveau de l'association forestière, dans la salle, on est tous de la même avis, ou presque. Mais là, il faut sortir de la salle, puis il va falloir qu'il y ait des gens plus, qu'il y ait plus de conviction pour dire la même chose que vous dites. Parce que moi, je me rappelle, dans les années, je vous fais juste une petite parenthèse, là. L'usine de papier de Dolbeau a réouvert en 2012. Il y avait un CAF de rattaché à une usine de papier qui était à Laurentides à l'époque. Puis quand l'aménagement a changé en 2013, où les CAF ont parti de l'industrie pour tomber aux citoyens, c'est cette usine-là qui a fermé, puis l'autre a réouvert. Fait que, il faut se poser des questions. Dans le sens que, oui, c'est bien beau de dire l'industrie, puis les travailleurs, on est toujours à tort dans ça, mais à quelque part, il faudra trouver une solution qui va être viable pour les générations futures. Puis dans ce sens-là, là, en changeant ce qu'on a fait là avec un nouveau régime, des nouveaux administrateurs, mais on reste toujours dans la même situation. Je ne sais pas c'est quoi que vous pouvez en penser dans ça. C'est que fondamentalement, on n'a pas changé, on a changé beaucoup de mots, on a changé des structures, mais on n'a pas changé la logique de fond qui est la forêt sert à approvisionner des usines.
pour que ça change, il faut qu'il y ait quelque chose de spectaculaire, quelque chose dans notre façon d'aménager la forêt. Si on dit demain matin, c'est plus, on remet par exemple, on parlait de remettre l'aménagement aux citoyens, mais fondamentalement, c'est vraiment de dire, OK, là, la forêt n'est pas pour faire vivre des usines, la forêt est là pour faire vivre vraiment des citoyens, comme par exemple des MRC carrément, qui peuvent reprendre peut-être en main l'aménagement de certains territoires forestiers, qui peuvent embaucher, avoir des équipes d'aménagistes et qui prennent des décisions locales, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui crée, c'est un changement majeur, mais qui est essentiel. Je ne pense pas que dans le système, c'est ce que ça va prendre, je suis convaincu, un changement majeur pour que ce soit accepté socialement. Sinon, je ne sais pas si j'ai bien saisi, là. Je ne voudrais pas être impoli, mais les communautés, vous restez à Québec, les communautés ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement dans le nord du Lac-Saint-Jean, c'est toutes des villes et des municipalités qui dépendent uniquement de la forêt. C'est des villes ou des villages mono-industriels. C'est pas rien que l'industrie, là. On parle des communautés, là. C'est des communautés qui vivent la forêt, là, entièrement. Oui, là. mais c'est juste que ce que je veux dire, c'est de rapprocher toutes les décisions de la part proche de ces communautés-là actuellement. Est-ce que vous faites votre calcul de possibilités forestières? Est-ce que c'est vous qui attribuez les bois? Bien là, nous autres, là, on est en élection, on met des gens en place au niveau du gouvernement, puis c'est les élus. Les élus, c'est les décideurs, c'est les gens qu'on a mis en place. Je veux dire, c'est des citoyens, à même titre que moi, là. Mais c'est pas les compagnies, là. Mais ça reste que tout l'aménagement se fait au grand niveau je veux dire, toute la grande stratégie. Il y a une grande stratégie autour de ça. Ce que je dis, c'est que si vous êtes capable, c'est de prendre beaucoup de niveaux décisionnels, de les ramener vraiment à des niveaux beaucoup plus locaux pour en faire vraiment des unités où c'est que les gens vivent de la forêt comme ils le font actuellement, mais en ayant beaucoup plus d'interaction directe sur des décisions importantes au niveau de l'aménagement forestier. Parce que si vous voulez le vendre actuellement, la logique, c'est la forêt sert avant tout à vendre pour les usines. Donc, et ça c'est quelque chose qui est facile à attaquer pour des groupes environnementaux les plus radicaux. C'est facile à attaquer cette logique-là. Si vous restez dans cette logique-là, vous allez toujours vous faire tirer dessus et vous n'allez pas pouvoir vous défendre, vous allez demander jusqu'à quand. Et c'est cette logique-là qu'il faut changer. Parce que si demain matin, vous arrivez, vous mettez ça à des échelles plus locales, beaucoup de décisions, ils sont trop intelligents au niveau communication pour dire aller attaquer des groupes, des communautés. Tandis que là, ils peuvent attaquer, dire on attaque des compagnies forestières. Ça, c'est beaucoup plus facile. Et c'est cette logique-là qu'il faut changer. Parce que sinon, les groupes environnementaux qui font des campagnes n'attaqueront jamais des communautés parce qu'ils savent très bien que l'opinion publique se retournerait contre eux. OK, merci. Une dernière question. Thomas Morissette, ministère des Forêts, la Faune et des Parcs. Bonjour, j'ai deux commentaires. Un premier, dans un contexte de changement climatique, je pense qu'il faut s'attendre avec l'adaptation qu'il va falloir faire. Ça va probablement présenter des opportunités intéressantes pour se rapprocher et arriver à changer les mentalités, parce qu'avec les changements climatiques, tout le monde va être concerné. Ce n'est pas juste les industriels, il va y avoir les végétateurs, etc. Donc, il y a peut-être des possibilités où on devrait utiliser dans ce contexte-là pour rechanger les mentalités, parce que les pratiques forestières, de toute façon, devraient être réadaptées. Deuxième commentaire, en ce qui concerne le modèle, je vais présenter un petit modèle de la forêt liée à la communauté. Mon premier réflexe a été de penser au concept de forêt de proximité qu'on essaie d'établir ici. Évidemment, c'est pas né encore, mais ça sera peut-être pas simple parce que c'est beau de dire la forêt, la communauté, mais il va falloir que ce soit la présence de l'industrie forestière va être d'autant nécessaire parce que ça prend du financement aussi. C'est ce que je dis dans ce que je présentais aussi. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas aménager la forêt sans avoir d'industrie forestière. Ça, c'est certain. Personne ne peut vivre de la forêt. Ce n'est pas une industrie vivante qui est en santé, diversifiée pour sortir différents produits, justement. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel. C'est juste la logique. C'est que tant que la forêt, pour les gens, la forêt sert à envoyer juste du bois aux usines, ça, les groupes environnementaux les plus radicaux, ils attaquent très, très facilement. Ils vont toujours continuer à l'attaquer jusqu'à ce qu'ils n'arrêteront jamais. Et tant que vous gardez cette logique-là,
ça va continuer comme ça. Parce que les mêmes personnes qui viennent critiquer, c'est les mêmes personnes qui profitent des chemins d'accès qu'on fait à Grand Frère. Merci. Merci, Éric, pour la conférence. Et l'Association forestière est heureuse de te remettre un petit cadeau tout à fait original, différent des autres. Ouais. Peut-être pas. Oui, quand même, je l'ai vu. Merci.